La façon dont l'Inde gère le problème de l'islamisation est vraiment différente car ces personnes ne mâchent pas leurs mots sur la menace, le problème et ce qu'elles en pensent. Regardons un peu de ce contenu incroyable. Muslims living in India. That's the Je veux dire, 200 millions de musulmans vivent en Inde, la plus grande population musulmane mondiale, et tu dis que partout où ils vivent, C'est ici, quand les musulmans dépassent 30%, ce pays est en danger. ça ressemble à de la haine. Ça ressemble au discours de haine. Ils font toujours ça. Oh, t'as l'air raciste. Tu as l'air raciste. Voyons comment il répond. Au fait, c'est l'ancien député indien. Facile de parler de haine. Je suis gentil en ne les laissant pas venir en Inde. L'article 14 de la Constitution indienne garantit le droit à l'égalité, comme vous le savez, oui, pour toutes les personnes vivant en Inde. Je peux vous dire que c'est une mauvaise interprétation de l'article 14. L'article 14 garantit l'égalité entre égaux. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde n'est pas égal. Toutes les personnes ne sont pas égales. Les musulmans ne méritent pas des droits égaux pour postuler. Il n'existe pas de droits égaux. Ils ne sont pas dans une catégorie équivalente. Que veut-il dire avant que tout le monde ne devienne fou à cause du partage de cet extrait? Ce que cela signifie, c'est que lorsque quelqu'un entre dans un pays avec l'intention de prendre le contrôle, de faire du mal à ce pays, d'empêcher ce pays de continuer tel qu'il est, cela les place dans une catégorie différente. Prenons par exemple un criminel. D'accord, tout le monde sait que si vous voulez demander un visa, disons pour les États-Unis, quelque part en Europe, bon, l'Europe n'est pas vraiment un bon exemple. Tout le monde a le droit d'avoir potentiellement la garantie d'obtenir la citoyenneté. Pas potentiellement. Cependant, il y a certains facteurs qui pourraient te les rendre inéligibles. D'accord, ce qui signifie qu'ils ne sont pas égaux à ceux qui sont éligibles. Pas égaux en tant qu'êtres humains, mais simplement pas éligibles. Donc s'ils sont criminels, cela pourrait être une raison qui rend quelqu'un inéligible à entrer dans un pays. Ce qu'il dit ici, c'est que lorsqu'il y a un groupe de personnes qui ont l'intention de mener une prise de pouvoir islamique, cela les rend, selon nous, inéligibles. Encore une fois, la façon dont il gère cela est un peu différente de la manière dont nos États, nos pays gèrent cette situation. Et j'adore ça parce que je pense que parmi tous les peuples du monde comprennent réellement la menace à laquelle ils sont confrontés, car ils sont voisins du Pakistan. Pour ceux qui ne le savent pas, le Pakistan est une nation islamiste qui possède des capacités nucléaires, malheureusement, et qui prend souvent le parti de pays comme l'Iran. Ils négocient actuellement l'accord pour l'Iran. Ce ne sont pas des gens formidables, et l'Iran a vécu avec eux. L'Iran. L'Inde vit à leurs frontières depuis des années et comprend la menace réelle, ce n'est pas une blague. Maintenant, si vous avez une population d'environ 1 milliard de personnes, 1,3 milliard, je pense qu'à ce stade, 200 millions d'entre eux font partie d'une catégorie qui pourrait être un peu problématique. Vous avez un vrai problème à gérer et vous devez vous en occuper. Et vous ne pouvez pas régler cela simplement en étant gentil, douce et mignonne comme l'Europe voudrait que vous soyez. Regardons. 200 millions. Oui, c'est le nombre de musulmans dans ce pays. Cela en fait l'une des plus grandes populations musulmanes dans n'importe quel pays non musulman au monde. Et c'est un pays qui a été historiquement conquis par l'islam et qui a même dû se diviser en trois à cause des conflits permanents avec les musulmans. Et aujourd'hui, ils ont des armes nucléaires pointées en permanence sur un voisin musulman rival qui a fait la même chose. Bien sûr, ce pays, c'est l'Inde. C'est un pays qui doit gérer très différemment son problème d'islamisme, notamment les attentats, par rapport au monde occidental. Si vous regardez comment l'Inde gère cela aujourd'hui, la logique est tout autre. Un attentat terroriste majeur n'est pas traité comme une simple affaire de police. C'est considéré comme un coup sur un échiquier géopolitique. Contrairement à l'Occident, l'Inde a élaboré une doctrine de dissuasion qui ferait tourner la tête des dirigeants occidentaux. Donc ce que fait l'Inde, c'est qu'elle ne traite pas la menace islamique comme une menace religieuse. Ce qu'elle combat, c'est le terrorisme, et elle le fait d'une manière totalement différente. Ils ne considèrent pas cela comme une attaque isolée, faire une déclaration, la condamner et dire aux familles qu'on est désolé. Voyons-le pour ce qu'il est. Un signe de changement géopolitique visant à contrôler nos sociétés. Imaginez la différence en Europe si cela avait été fait ainsi. Si chaque fois qu'il y avait une petite attaque terroriste ou une grande, au lieu de se dire: «Bon, il va falloir s'y habituer, augmentons la sécurité», ils voyaient vraiment cela comme un problème à éradiquer. Ils en recherchaient les causes et agissaient vraiment. Où en serions-nous aujourd'hui? C'est ce que l'Inde tente de faire. C'est exactement ce que nous allons examiner aujourd'hui. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut revenir au 26 novembre 2008,
Cette nuit-là, 10 jeunes hommes sont arrivés à Mumbai par la mer, non pas sur un navire de guerre, mais discrètement à bord d'un bateau pneumatique après avoir détourné un bateau de pêche. Ce n'étaient pas de simples terroristes traditionnels. Ils avaient été entraînés comme des commandos d'élite par un groupe appelé Lashkar-e-Taiba, ou LET, l'une des pires organisations terroristes islamiques au monde. Ils ont formé de petites équipes et se sont rendus au lieu symbolisant l'Inde mondiale, l'emblématique hôtel Taj Mahal Palace, l'Oberoi, un centre communautaire juif appelé Nariman House, et le très fréquenté Leopold Café. Une équipe est entrée dans l'une des gares les plus fréquentées de la planète et a simplement commencé à tirer. Pendant 3 jours d'agonie, le monde a regardé un cauchemar se dérouler en direct à la télévision. C'était un siège de plusieurs jours conçu pour attirer un maximum d'attention médiatique internationale. La réponse à l'époque était franchement chaotique. La police locale était complètement dépassée, affrontant des hommes armés de fusils d'assaut AK-47 et de grenades, alors que la police, elle, utilisait de vieux fusils à verrou datant de l'époque coloniale. Les communications étaient brouillées, sans direction claire pour coordonner le chaos. Comme les commandos d'élite indiens Black Cat étaient tous basés à New Delhi, il leur a fallu des heures pour arriver à Mumbai. Au moment où ils ont lancé l'opération Black Tornado pour sécuriser les hôtels, 166 innocents étaient déjà morts. L'enquête a finalement prouvé qu'il ne s'agissait pas d'un attentat commis par un loup solitaire. Elle a été planifiée au Pakistan et facilitée par des éclaireurs comme David Headley, un Pakistano-américain qui avait passé des années à repérer les cibles. Petite note avant de continuer si vous avez apprécié la vidéo. Au fait, cette vidéo a été réalisée par Cyberpunk Dingo. Ils ont commencé à enfermer les militants. Ils ont même créé 4 nouveaux centres de sécurité dans des villes comme Mumbai et Kolkata afin de ne plus jamais attendre l'aide de Delhi. Ils ont aussi créé un réseau de surveillance côtière avec des stations radars pour surveiller la mer. À bien des égards, l'Inde a essayé de devenir un super État sécuritaire occidental. Ils se sont concentrés sur la police et les tribunaux, et pendant un certain temps, il semblait que c'était le plan. Voici la vérité. Ça ne va pas marcher. Nous savons tous que ça ne va pas marcher. C'est ce que l'Europe a fait et nous avons besoin de quelque chose de mieux. Alors voyons ce que pourrait être cette meilleure solution. La NIA a finalement atteint un taux de condamnation de plus de 95%, ce qui est stupéfiant selon n'importe quelle norme. Mais même avec plus de policiers, plus de lois et plus de condamnations, les attaques n'ont pas cessé. Les camps d'entraînement de l'autre côté de la frontière existaient toujours, leurs dirigeants se sentaient intouchables. L'Inde a compris qu'améliorer la police ne faisait que gérer sans résoudre le problème. Voici la différence. En Occident, lorsqu'un événement de ce genre se produit, l'hypothèse est généralement la même. La menace est interne. Un individu radicalisé, peut-être un petit réseau, c'est quelque chose que l'on peut suivre, surveiller et peut-être neutraliser grâce aux renseignements et à la police. Donc, la réponse suit cette logique. On trouve les personnes responsables, on les arrête, on les juge, on renforce la surveillance et on essaie d'empêcher la prochaine attaque avant qu'elle ne se produise. C'est donc l'un des plus grands malentendus à propos du terrorisme que les gens ne réalisent pas. Je pense que les chiffres sont quelque chose comme 80 à 90% du terrorisme qui est en réalité financé par des États. Aujourd'hui, le terrorisme évoque des individus isolés ou membres d'une organisation. On ne pense pas aux États qui financent le terrorisme dans un autre pays pour faire avancer leurs intérêts politiques. C'est une idée fausse que je trouve incroyable que les gens n'aient toujours pas comprise. Les États financent énormément de ces actions pour gagner politiquement. Et donc, si vous prévoyez de traiter le problème du terrorisme, vous ne pouvez pas simplement trouver les individus qui sont au bout d'une chaîne bien plus vaste, d'un plan d'ensemble. Il faut s'attaquer au problème à la racine. Cette approche fonctionne parce que la menace vient de l'intérieur du système lui-même, mais l'Inde n'avait pas affaire à ce type de menace. Ils ont compris que les personnes qui menaient les attaques ne représentaient pas toute la réalité. Le vrai problème, c'était d'où elles venaient. De l'autre côté de la frontière, des organisations entières étaient dédiées à cela. Pas de petites cellules cachées, mais des systèmes structurés qui ne disparaissaient pas simplement parce que quelques agents étaient arrêtés sur le sol indien. Cela change complètement le problème. On ne peut arrêter des gens ni poursuivre en justice un camp d'entraînement situé dans un autre pays ou au-delà d'une frontière. Vous ne pouvez pas empêcher quelque chose qui s'organise en dehors de votre contrôle. C'est là que le modèle occidental commence à s'effondrer. Cela suppose que vous avez le contrôle sur l'environnement dans lequel la menace est créée. L'Inde ne l'avait pas. Et une fois que cette réalité s'est imposée, leur façon de penser le terrorisme a commencé à évoluer. Mais pendant un certain temps, ils ont continué à pratiquer la retenue stratégique.
Mais vers le milieu des années 2010, la patience du public avait atteint ses limites. Le gouvernement a décidé qu'il devait trouver une marge de manœuvre stratégique, une manière de riposter suffisamment fort pour blesser les terroristes et leurs soutiens, tout en gardant assez de contrôle pour éviter de déclencher une véritable guerre nucléaire en 2016. Alors, regardons cet homme. D'accord, une seconde. Modi, voici comment il a réagi à une attaque terroriste pakistanaise. Friends, today, from the soil of Bihar, Il dit que l'Inde identifiera, traquera et punira chaque terroriste, leurs commanditaires et soutiens, partout sur Terre. Le terrorisme ne brisera jamais l'esprit de l'Inde. Regardez leurs propos. Il dit: chaque terroriste, c'est ce que nous faisons en Occident, parfois leurs commanditaires et leurs soutiens. C'est là que nous faisons un peu d'erreur, alors que l'Inde ne se trompe plus du tout. Quelque chose a changé. Après une série d'infiltrations dans la région du Cachemire, l'Inde a annoncé avoir mené des frappes chirurgicales. L'armée a été envoyée au-delà de la ligne de contrôle pour détruire les bases de lancement où des terroristes attendaient de franchir la ligne. Pour la première fois, l'Inde se vantait publiquement d'avoir franchi la frontière pour riposter. Puis vint 2019. Après une attaque à Pawama qui a tué 40 membres du personnel indien, l'Inde a littéralement envoyé l'armée de l'air. Ils ont bombardé un camp d'entraînement de Josh et Mohammed à Balakot, en plein territoire pakistanais. Ils ont qualifié cela de frappe préventive face à un danger imminent. Le monde était terrifié, pensant que deux puissances nucléaires allaient entrer en guerre, mais l'Inde avait fait passer un message. Ils étaient prêts à user de la force aérienne et à franchir les frontières pour détruire l'infrastructure terroriste. Le nombre de morts importait moins que le message envoyé. Les anciennes règles n'existaient plus. C'était la naissance de la dissuasion par punition. L'Inde disait au groupe et à leur soutien que chaque attaque aurait un coût militaire direct et douloureux. Mais souvenez-vous, Ce qui est intéressant, c'est que c'est la nouvelle stratégie récemment adoptée par Israël et celle qu'Israël adopte dans sa guerre avec l'Iran. Lorsque vous avez cette vieille mentalité occidentale qui consiste à penser que vous devez seulement vous occuper de la personne qui commet l'acte terroriste et non de toute l'infrastructure qui se trouve derrière, vous vous trompez. Le terrorisme continuera simplement. C'est comme prendre un cachet contre le mal de tête pour traiter un cancer. D'accord, ces deux choses ne fonctionnent pas ensemble. Le point de vue de l'Inde à ce sujet était: nous voyons ces attaques terroristes isolées, mais elles ne sont pas isolées. Elles font partie d'une structure et nous nous attaquons à cette infrastructure. Nous allons y aller, nous allons la cibler et nous allons les dissuader. C'est ce qui est en train d'être fait en ce moment avec l'Iran, parce que le terrorisme que vous voyez à travers l'Europe, dans le monde occidental, en Amérique, en Israël, vient d'ailleurs. Et c'est là que la menace doit être traitée. La menace financière, la menace psychologique, l'esprit, tout cela, il faut s'en occuper. C'est une perspective totalement différente pour lutter contre le terrorisme. Il ne s'agit pas de gérer des individus, mais de traiter la cause profonde. Les gens doivent grave le comprendre et l'intégrer. Vous savez, on parle beaucoup de la droite woke et de ce qu'elle fait en ce moment pour détruire les États-Unis. On ne parle pas autant de la gauche woke et de ce qu'elle fait. Quand on voit des fusillades, on se dit: bah, d'accord, défendons mieux les écoles, mettons en place plus de sécurité, au lieu de se demander quelle est la culture et quelles sont les idéologies enseignées aux jeunes qui finissent pas par penser qu'ils devraient en sortir et commettre des attentats terroristes. Si c'est ainsi que nous abordions le terrorisme, qu'il vienne de l'extrême gauche, des tireurs, des fusillades viennent dans les écoles, etc., ou qu'ils viennent de l'extrême droite. Si nous traitions réellement les idéologies et les problèmes qui poussent à ces actes, alors nous verrions un résultat. C'est ce que fait l'Inde. C'est vers cela que l'Inde, Israël et l'Amérique se dirigent. Et j'espère que l'Europe, si elle accepte simplement d'admettre qu'il y a un problème de terrorisme, s'y attaquera aussi. Merci de votre attention à ce sujet. Et souvenez-vous, en Occident, nous avons pris l'habitude de penser que nous savons ce qu'il y a de mieux. Ce n'est pas toujours le cas. De nombreux pays agissent et nous pourrions beaucoup apprendre d'eux. Le Japon et l'Inde notamment font du bon travail. Il existe de nombreux autres exemples d'endroits qui ont pris conscience de la menace, qui l'ont comprise plus tôt que nous et qui ont mis en place des mesures pour essayer de provoquer un changement dans leur société. Nous pouvons apprendre d'eux. Si seulement nous pouvions être un peu moins arrogants en pensant tout savoir et reconnaître qu'il pourrait y avoir de l'expertise ailleurs, peut-être pourrions-nous apprendre et réellement changer. Merci de votre attention à ce sujet.